Bonjour à tout le monde, bon matin ou bon après-midi en fonction de votre fuseau horaire. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Thanksgiving. Je suis ravi de vous rejoindre, vous retrouver aujourd'hui pour ce Inforoute, Inforoute Santé du Canada. C'est notre deuxième panel cette année avec notre conférence de partenariat. Je suis Marinka Knemi, je suis directrice de stratégie corporative et je serai votre modératrice aujourd'hui pour ce panel. Aujourd'hui, notre webinaire est une extension de notre partenariat Inforoute, de notre conférence de partenariat Inforoute annuelle du Westin à l'hôtel Westin d'Ottawa. Comme vous le savez, cette conférence nous permet de nous connecter et de recevoir de l'aide de professionnels dans le monde numérique, de professionnels donc de tout le pays, de tout le Canada, pour aborder les questions d'innovation, de soins également auprès des communautés autochtones. Et cette conférence pour le partenariat est ouverte, donc assurez-vous de vous y inscrire et de nous rejoindre tout au long de ces journées pour de fantastiques conférences et discussions. Aujourd'hui, le sujet qui nous réunit concerne les réflexions et les recommandations des médecins pour un Canada en meilleure santé. Au cours de ce webinaire, nous aurons une prévisualisation du monde numérique et l'ensemble des tâches et recommandations de la part des médecins, ainsi que notre sondage national Canada Inforoute 2024. Cette session entrera en profondeur pour aborder des solutions tangibles de la part des médecins, des patients et également aborder les questions de la santé numérique. Améliorer également les questions de santé pour pouvoir mieux nous connecter en matière de prestations de soins de santé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Avec nous avons Dr. Kathleen Ross, qui est médecin de famille au Royal Columbian Hospital et ancienne présidente de l'Association médicale canadienne, la CMA pour son cycle en anglais. Nous avons M. Dr. Samuel Ogunbiyi, chirurgien au Stephenson Memorial Hospital, cofondateur également de Craig's Means Project, et qui est donc Stephen Higgins, et nous avons également Terry Price. Je suis ravi de pouvoir aborder ces conversations aujourd'hui avec nos panélistes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici l'agenda qui va nous réunir pour cette heure à passer ensemble. Aujourd'hui, donc, nous commencerons avec la présentation, d'abord la présentation du Dr. Ogunbiyi, puis de Simon Higgins. Après, nous passerons à notre session de panel de questions-réponses dirigées par le membre de panel, puis les 15 dernières minutes seront consacrées aux questions de notre public. Si vous avez des questions, des commentaires éventuels, n'hésitez pas à nous les envoyer afin que nous puissions les faire parvenir à nos panélistes. Nous vous fournirons également un service d'interprétation simultanée pour notre session d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez écouter cette session en français, cliquez sur le bouton d'interprétation au bas de la barre d'outils de Zoom et vous aurez accès donc au service d'interprétation. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner la langue de votre choix. Je laisse la parole au Dr. Ogunbiyi pour entamer nos discussions d'aujourd'hui. Merci Monique, merci à toutes et à tous et merci pour cette opportunité qui m'est donnée de vous présenter un petit peu les travaux de notre task force ici sur les questions numériques et sur nos soins de santé connectés, comme nous nous y référons assez souvent. Il s'agit d'un effort collaboratif inspiré par l'Inforoute Santé du Canada ainsi que par l'Association canadienne des médecins et le Collège des médecins du Canada ainsi que le Collège des médecins et chirurgiens du Canada. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, cette présentation abordera les objectifs de notre task force, ainsi que les découvertes préliminaires et l'ensemble des recommandations pertinentes. Diapo suivante. Donc, notre principal objectif est de pouvoir avancer sur les questions d'interopérabilité en assurant que sa mise en œuvre est tout à fait réaliste et pratique
sur les premières lignes des prestations de soins de santé. Nous voulons également avoir une perspective du point de vue des médecins dans l'interaction entre les médecins et les patients. Nous avons un livre blanc que nous avons produit, un livre blanc final qui est quasiment prêt, quasiment finalisé, pour pouvoir aborder l'ensemble des défis et des barrières que nous devons relever, ainsi que l'ensemble des recommandations que nous fournissons pour justement surmonter ces obstacles. Nous avons opéré une prévisualisation de ces recommandations. Les recommandations concernent le fait de soutenir le travail actuel établi pour pouvoir fournir des prestations de santé avancées, ainsi que les recommandations pour créer un conseil de gouvernance intercanadien pour gérer l'ensemble de ces activités. Nous voulons nous concentrer également sur les défis que nous relevons au niveau médical et déployer également l'ensemble de technologies nous permettant de mettre en œuvre des meilleures innovations de façon connectée. Ici, cette diapositive aborde les initiatives nationales de soutien en matière d'interopérabilité. La plus importante de toutes ces initiatives est la loi C72 qui interdit le blocage de données ainsi que l'interopérabilité en matière de normes en soins de santé. L'Institut canadien d'information de santé produit également un cadre pour pouvoir gérer l'utilisation des données conformément à ces politiques. En plus de cela, InfoRoute a produit une feuille de route intercanadienne en matière d'opérabilité. Nous avons également d'excellents logiciels, un projet sur mesure pour pouvoir intégrer le CMRR sur l'ensemble des communautés. Cependant, il y a de nombreux défis que nous devons relever encore. Le premier d'entre eux concerne les initiatives nationales actuelles qui avancent toujours à un rythme assez lent. En deuxième lieu, la question de la législation sur le respect à la vie privée qui n'est pas forcément compatible à l'époque numérique. Et ce qui est important également, après avoir donc réduit ces fossés en matière de meilleures lignes directrices au niveau clinique et d'organisation, nous devons également avoir l'approche gouvernementale concernant la gestion des données pour éviter le risque d'un fardeau additionnel sur les médecins qui pourraient mettre en jeu la question et l'efficacité des soins connectés. Du fait de nous avons identifié certaines faiblesses en matière de données et nous voulons aider les médecins à appliquer de nouvelles technologies dans notre pratique quotidienne. Cela n'en vaudra la peine que si c'est mis en œuvre sur l'ensemble des provinces et des territoires canadiens. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je conclurai en vous parlant des recommandations. Première recommandation, nous devons soutenir les travaux actuels et en cours nous permettant de rendre réel, de concrétiser les questions d'interopérabilité des données de santé sur l'ensemble du Canada. Cela nous permettra de mettre en œuvre une initiative et de fournir une grande responsabilité et une meilleure fiabilité dans la formalisation également et la considération de la souveraineté et des soins de santé des populations autochtones, d'où la nécessité d'avoir de nombreux partenaires s'engageant sur les questions de santé publique et nous devons également répondre aux défis qui se posent à nous en matière de technologie et d'innovation. Et recommandation numéro 4, nous devons créer de meilleures lignes directrices pratiques afin de soutenir l'ensemble des médecins pouvant s'engager sur les questions d'interopérabilité numérique et dans un environnement de santé numérique. La dernière recommandation, numéro 5, concerne les stimulations en matière d'innovation technologique permettant de répondre aux domaines critiques.
concernant les médecins, la participation dans leur environnement de santé numérique interopérable. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous répondrons aux questions qui seront abordées. Je laisse la parole désormais à Simon pour sa présentation. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et les dernières découvertes de ce sondage sont absolument fantastiques. Je les partagerai tout à l'heure. Donc, le sondage en soi, aujourd'hui, donc, en partenariat avec l'Association des médecins canadiens, nous développons le type de stratégie de solution pour laquelle un Forum de santé du Canada s'implique pour répondre aux différents besoins avec les différents partenariats nous permettant de comprendre les expériences et avec l'ensemble de ces partenariats avec les associations canadiennes de médecins et les associations de pharmaciens, nous avons pu aider à élaborer des stratégies en matière de santé sur l'ensemble du pays. Ce que je vais partager avec vous sont quelques-uns de ces résultats qui parlent d'eux-mêmes, qui sont les plus pertinents pour vous décrire, donner un petit avant-goût. Sachez que l'ensemble des résultats sont disponibles sur le site Internet. Si vous voulez avoir davantage d'accès à des informations démographiques. Alors, sur la première diapositive, en termes d'un panorama d'ensemble sur la question de la numérisation, la grande majorité des médecins, il est le même pour les infirmiers, infirmières, les pharmaciens, qui pratiquent donc des registres numériques. Cela présente un grand changement par rapport à la décennie précédente en matière d'acquisition. À l'époque de la bulle Internet, presque aucun médecin n'utilisait de dossiers numériques. Donc, aujourd'hui, nous avons réalisé une fantastique fondation de l'espace numérique, mais, puisqu'il y a un mais, ces diapositives montrent également tout ce que nous devons faire encore pour concrétiser d'autant plus l'implication des médecins dans l'espace numérique. Certaines de ces caractéristiques et fonctionnalités qui, nous l'espérons, seront suivies d'élaboration de dossiers numériques. Nous voyons donc une grande majorité de médecins qui travaillent donc sur les tests diagnostiques numériques, mais énormément d'autres fonctions également qui font complètement partie de nos registres numériques qui n'ont pas encore intégré cet environnement. Et cela est particulièrement vrai si nous regardons la diapo suivante concernant la connectivité. Lorsque nous parlons aux médecins d'outils qu'ils peuvent utiliser pour mieux communiquer, partager les informations des patients avec d'autres collègues, nous voyons que pour la majorité des médecins, ils n'ont pas la capacité d'utiliser ces outils tels que les référencements médicaux. 50% des médecins seulement rapportent qu'ils utilisent l'ensemble de ces outils. Donc tous ces chiffres reflètent un petit peu la réalité des données sondage en 2021. Donc nous n'avons pas vu de changement significatif au cours de ces 3 dernières années. Et après une décennie, après 10 ans de stagnation, il n'y a pas encore suffisamment de médecine connectée, pour le dire ainsi. Et nous devons donc mieux développer les communications avec les pharmacies pour ce qui est de la prescription médicale, développer une meilleure communication. La diapo suivante, c'est peut-être une fenêtre présentant la pertinence de tout cela, pourquoi tout cela est important pour communiquer les informations auprès des patients. Lorsque nous demandons aux médecins combien de temps ils prennent par jour à regarder les informations de leurs patients, eh bien, ils passent environ 86 minutes, donc presque 1h30 par jour, au cours de laquelle les médecins consultent les informations de leurs patients. Donc ça, c'est un problème particulièrement important. La première raison est évidente. Cela crée un grand fardeau, même une grande fatigue, un grand épuisement professionnel.
Et bien sûr, lorsque vous considérez ce chiffre, les médecins reconnaissent qu'ils ont besoin de fournir des prestations de soins d'excellente qualité. Donc, sur cette seule question, nous pouvons voir à quel point nous avons su être beaucoup plus efficaces pour gérer ce fardeau de gestion d'information. D'où l'importance et la pertinence de cette thématique. En dernier lieu, nous cherchons à comprendre pourquoi ces barrières existent. Lorsque nous demandons aux médecins quels sont les défis de la santé numérique en général, eh bien, en premier lieu, c'est le manque d'intégration au sein des systèmes connectés actuels. En numéro 2, différents accès exigés. En numéro 4, l'ensemble de la complexité des systèmes. Donc, principalement, les médecins nous disent, pas uniquement les médecins, mais également les pharmaciens, nous disent que les outils qui ne sont pas forcément disponibles pour eux, eh bien, en termes de capacité de coordination des soins, cela présente bien des lacunes. Donc, je pense que la dernière diapositive, c'était la dernière, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir désormais entamer les discussions. Merci Simon, merci beaucoup. Énormément d'informations pertinentes ici qui nous ont été présentées à travers ce sondage. Et maintenant, nous passons aux questions. Donc la question principale est quelles sont les barrières qui nous empêchent aujourd'hui en tant que médecins, de pouvoir profiter pleinement de la capacité numérique, de la technique numérique pour pouvoir, et comment peut-on faire face à ces défis? Je laisse la parole à Dr. Ross. Merci. Je pense que nous avons beaucoup entendu parler de ces différentes barrières. Si nous nous concentrons sur la charge de travail en particulier, et la question de la sécurité également des données personnelles est en question, puisque souvent, lorsque nous téléchargeons ces informations sur le système de santé, nous pouvons voir que ce qui est souligné ici et ce qui est important, c'est vraiment cette pression au quotidien dans des systèmes qui n'intègrent pas forcément la capacité à retrouver clairement les informations. Et c'est difficile pour moi justement de partager, d'échanger des informations avec mes collègues lorsque nous devons faire une référence ou un référencement. Nous devons respecter également la vie privée des patients. Nous avons sur les questions de réassurance et de compréhension de cette technologie sur les questions de le respect de la vie privée. Et c'est ce que le résultat du sondage le montre. Il y a vraiment un manque de l'organisation, un manque de standardisation dans nos protocoles qui ne nous facilite pas la tâche, au contraire, nous le rend même beaucoup plus compliqué. Merci, Dr. Ross. D'après vous, que pensez-vous, quel type de défi pensez-vous que les nouveaux systèmes vont devoir régler? Dans notre quotidien, 86 minutes de consultation d'informations sur le client, c'est vraiment beaucoup de temps consacré à passer du temps en face à face, en personne avec nos clients pour pouvoir aborder leur historique de santé. Dr. Gombi, je vous adresse les prochaines questions. Je pense que Dr. Ross a très bien répondu jusqu'à présent. Je pense en effet, du point de vue de la présentation, nous pouvons voir que cela nous entraîne vers une question d'efficacité et en une proportion d'investissement. En fin de compte, cela nous entraînera sur une question d'une meilleure efficacité. Comme l'a dit la Dr. Ross. D'un point de vue de la perspective des patients, qu'est-ce qui empêche de pouvoir trouver les bénéfices, de pouvoir bénéficier, de faire bénéficier des soins de santé? Qu'est-ce que nous pouvons modifier? Je pense que pour les patients, le bénéfice des patients, nous devons vraiment avoir meilleur accès aux informations et à l'intégration de ces informations.
Aujourd'hui, nous avons énormément d'informations à gérer. Certaines informations suivent le patient dans le système. Il y a sans nécessairement changer les choses pour le patient. Mais aujourd'hui, l'accès aux informations est d'une perspective toujours du patient. Mais nous nous fions également au système pour pouvoir prendre des informations, des décisions sans nécessairement avoir accès tout le temps aux informations les plus pertinentes. Donc, c'est ce que nous voulons voir. Nous voulons vraiment pouvoir choisir les outils qui fonctionnent pour nous, puisque les besoins des patients dans la nécessité d'interagir avec ces informations sera complètement différent. Donc, il y aurait comme un endroit idéal où les informations pourraient être conservées, ou bien des scénarios complètement différents sur lesquels nous devrions nous fier exclusivement au système permettant justement de pouvoir garantir l'accès en tout moment à ces informations. Mais très souvent, vous allez d'un système à l'autre et vous avez la sensation que toutes les informations se répètent. Par exemple, il y a 2 ans avant que mon frère ne décède, toutes les informations n'étaient pas forcément disponibles à travers le système, et lorsque j'ai interagi avec différents prestataires de soins de santé au sein du système, ils avaient accès aux informations à partir d'autres prestataires qui parvenaient à échanger les informations de manière interactive. Donc, le fait de rendre disponibles les informations, nous espérons que cela permette une meilleure efficacité dans la coordination de nos équipes. Merci Terry. Merci d'avoir abordé cette question du choix des patients et comment nous pouvons leur garantir l'accès à ces informations. Merci Dr. Ross et Dr. Wumbi. Ces questions de vie privée, de charge de travail, de flux pour pouvoir être plus efficace, ou bien au bénéfice du patient et à notre avantage aussi. Désormais, quel est le mandat en matière d'interopérabilité pour pouvoir hypothétiquement faire bénéficier le patient du point de vue national? Terry, je vous adresse cette question. Je pense qu'il est crucial d'entamer ces discussions. Les patients et les équipes de soins doivent avoir accès aux informations des patients afin de pouvoir procéder aux meilleures décisions. Ce n'est pas unique à un seul endroit dans le pays, mais je pense que pour pouvoir vraiment tirer le meilleur des bénéfices en matière d'innovation et de design, de concept, ce n'est pas uniquement en restant à un seul endroit tout au long de leur vie, mais en vraiment abordant tous ces aspects fondamentaux qui se développent sur l'ensemble du pays. Il y a vraiment des choses fondamentales qui arrivent sur l'ensemble du pays qui sont tout à fait pertinentes pour d'autres fondations afin de pouvoir installer et mettre en œuvre l'ensemble des informations disponibles auprès des patients. Donc, en matière d'innovation et de design unique qui sont en top priorité de tout cela pour pouvoir créer un endroit idéal nous permettant de créer un écosystème idéal qui pour moi est plus que souhaitable à l'avenir puisque nous pouvons considérer l'ensemble des prestataires de soins de santé ainsi que les patients concernés. Merci Terry. Simon, je vous laisse le micro. Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Terry. En effet, nous savons que ce n'est pas un problème nouveau. Nous avons abordé ces questions déjà depuis très longtemps. Ce sont toujours les mêmes obstacles que nous avons rencontrés déjà il y a 10 ans. Non, c'est toujours un défi d'actualité, je dirais. Et la pandémie de Covid, finalement, a un petit peu changé ou soulevé, justement, n'a fait que soulever d'autant plus ce problème déjà existant, puisque les cliniciens
Pendant la pandémie, nous avons vu que le système s'était mis à mal, et au niveau de leadership également, nous avons eu des moments fantastiques ici pour pouvoir vraiment mettre à profit le bon moment, le bon momentum des personnes même qui ont été impliquées sur les questions de leadership depuis longtemps. Et nous avons une feuille de route d'interopérabilité qui nous projette finalement nos actions communes au niveau provincial, au niveau clinique, lorsqu'il s'agit d'avoir des systèmes de communication beaucoup plus efficaces et de meilleures réponses d'ordre national pour pouvoir avancer. Donc, j'ai vraiment hâte que vienne le moment où nous pourrons justement avancer sur ces questions-là. Merci beaucoup d'avoir fait référence à cette feuille de route. En effet, cela nous permet de nous rassembler, d'avoir notre vision pour pouvoir aller de l'avant, notre vision commune pour pouvoir aller de l'avant. Et cela est crucial pour procéder aux décisions les plus pertinentes afin de pouvoir concrétiser nos actions. Question suivante, comment pouvons-nous autonomiser les patients, les médecins, cliniciens, afin de pouvoir donner la priorité aux initiatives en matière d'interopérabilité? Comment peut-on engager les cliniciens et soutenir les patients dans un environnement connecté ici? Dr. Wooby, je vous adresse cette question. Merci beaucoup pour cette magnifique discussion. C'est très, très apprécié. Donc, je pense que ma question s'établira en trois parties. Tout d'abord, je dirais les questions de connaissance. Je pense que les prestataires de soins de santé, les médecins, les infirmières et infirmiers, nous devons toutes et tous être parfaitement informés de ce qu'est l'interopérabilité. Pourquoi est-ce que nous en avons besoin? Quels sont les avantages de cette interopérabilité? Quels sont les inconvénients? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons changer pour pouvoir mettre en œuvre cette interopérabilité? Tout le monde doit avoir également les connaissances pertinentes. Cela va certainement prendre du temps, mais nous pouvons investir et faire avancer le projet. En deuxième lieu, je pense que nous pouvons obtenir des ressources permettant d'assister ou dans des modules d'apprentissage. Je ne pense pas que tout le monde ait forcément la capacité de temps de se libérer pour participer à ces réunions. Donc, nous devons également une deuxième incitative serait certainement de maintenir l'ensemble des certifications. C'est ce que nous avons très bien fait pour les installations MOC, également pouvoir obtenir davantage d'interopérabilité et d'éducation et de formation sur les soins connectés. En troisième lieu, je pense que c'est le financement, et le financement en tant que changement de soutien, en tant que soutien au changement en matière de gestion, pour faire en sorte que les prestataires de soins puissent améliorer leur flux de travail et puissent mieux gérer les changements inhérents à leur activité, qu'il s'agisse des questions administratives au bureau ou des manières individuelles par lesquelles nous procédons pour pouvoir justement embrasser tous ces changements qui nous permettent d'agir pour le mieux. Dr. Terrence. Très bien, merci Dr. Ross. Avez-vous d'autres remarques à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Pour autonomiser les cliniciens, les médecins et les partenaires clés, je pense que cela nécessite d'un changement radical au niveau culturel. Pour nous soutenir et nous former, nous savons que nous avons besoin d'une approche stratégique qui agisse en collaboration et avec une plus grande responsabilité et fiabilité vis-à-vis des ressources, en nous alignant derrière cette vision commune et voir concrétiser ce que nous voulons accomplir.
Je pense que cela nécessite davantage de coopération à travers différents professionnels de santé. Par exemple, du point de vue des patients, en particulier les patients avec un historique assez complexe, qui sont particulièrement épuisés de pouvoir répéter leur historique médical. Souvent, certains d'entre eux vivent avec la peur de pouvoir de gérer les informations, que les informations soient gérées par autrui. Et nous avons également besoin de comprendre qu'une baisse de l'anxiété en matière d'expérience fournie nous permet de garantir de meilleurs soins de santé. Nous avons donc besoin de réduire nos informations redondantes, avoir davantage de références, mais ensemble, travailler avec ce nouveau système est particulièrement exigeant, en particulier lorsque nous avons de nouvelles solutions dans ce monde où nous mettons en œuvre et nous appliquons sans cesse de nouvelles solutions afin de pouvoir fournir de meilleurs retours d'expérience pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et en mettant en œuvre des plateformes numériques facilement utilisables pour pouvoir procéder au partage d'informations et établir des outils de partage de décisions pour pouvoir améliorer les services de soins. Et en effet, j'imagine que les questions de coûts doivent être abordées. Nous devons fournir certainement des mesures incitatives d'ordre financier afin de pouvoir garantir que nous pourrons adopter tous ces travaux mis en œuvre. Merci, Dr. Ross. Terry, c'est à vous, d'un point de vue de la perspective du patient. Je voudrais juste renforcer certains messages abordés par Dr. Ross en particulier sur la question de l'accès aux connaissances et en mettant l'accent sur le renforcement des connaissances. Je pense à des présomptions souvent qui sont faites si on n'arrive pas à comprendre la véritable réalité. Si on manque d'un certain soutien, par exemple, nous devons faire en sorte de pouvoir partager, d'avoir des visions partagées concernant notre système de santé. Nous devons également comprendre de quelle manière nos étapes vont pouvoir garantir une différence. Nous avons besoin également de voir pourquoi ces changements sont radicalement importants et pertinents. Cela concerne également l'inclusion de personnes pouvant garantir ces changements et tout en développant cette capacité de confiance et cette nouvelle approche en se basant sur la confiance. Sans confiance, il y a énormément de risques, donc nous devons vraiment entamé des conversations les plus transparentes possibles pour pouvoir identifier les défis et savoir comment mieux y répondre afin de pouvoir garantir notre rôle sur l'avenir. Exactement, vous parliez d'un changement culturel, faire preuve davantage de transparence. Tout le monde comprend que cela exige davantage de collaboration, de coopération, de gestion de la demande au niveau des médecins cliniciens qui ont les connaissances pour pouvoir participer à ce nouveau monde. Donc merci beaucoup pour votre réponse. Notre dernière question, avant de passer aux questions du public, le sondage national 2024 des médecins canadiens ont indiqué que près de 7,7% des médecins sont concernés par les questions de sécurité et de protection des données personnelles des patients. Et cela nous permet d'agir en plaidoyer pour pouvoir augmenter améliorer les questions de sécurité vis-à-vis de la protection et de la confidentialité de ces données. Oui, exact. Ce qui est clair ici, c'est qu'il y a eu une concentration des données des Canadiennes et Canadiens sur leur vie. C'était une grande responsabilité. Si les médecins prennent la responsabilité et qui sont particulièrement préoccupés par la préservation des données,
Nous avons des patients, des sondages de nos patients chaque année. Les patients veulent s'assurer en effet que les informations sont gardées concernant la sécurité et ils veulent s'assurer que les informations sont également disponibles au moment où ils veulent avoir accès à ces informations. Et ces médecins font face également à des défis de taille sur ces questions-là. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir un fort niveau de préoccupation. Et savoir également comment les médecins peuvent aider lorsqu'ils ont des outils qu'ils peuvent clairement utiliser pour pouvoir agir de manière plus pertinente. Donc, énormément de travail à accomplir dans ce domaine. Merci Simon. Terry? Oui, alors, je suis toujours très curieuse. Je voudrais poser davantage de questions parce que pour moi, les outils sont-ils risqués ou sont risqués puisque je pense que nous pouvons avoir une combinaison d'un petit peu tout cela et je suis aussi très curieuse et particulièrement confiante à l'avenir. Surtout, ce sont des questions concernant la vie privée et la sécurité, mais des questions également sur les besoins et les capacités de pouvoir partager des informations. C'est ce dont Simon parlait. Et si le sondage se concentre uniquement sur les questions de sécurité, de vie privée, si les seules conversations que nous engageons concernent cette question-là, nous nous concentrons également sur les questions de sécurité et de vie privée qui sont une composante importante. Et ils doivent, eux, également avoir la capacité de fournir ces informations. Et en plus de cela, l'aspect du temps concernant les défis auxquels les gens font face. Et en tant que médecin, il passe 86 minutes par jour. Je pense que c'est du temps très précieux qui est donc destiné à autre chose. Et on peut se poser la question, pourquoi en matière d'interopérabilité, pourquoi cet équilibre, ce n'est pas forcément le bon mot, mais nous voulons également trouver les manières de pouvoir mettre en œuvre et trouver les informations les plus pertinentes et les intégrer dans le système. Très bien, merci Terry. Nous avons Dr. voulez-vous intervenir, s'il vous plaît? Oui, alors ce sondage, les résultats, nous avons beaucoup de questions qui nous sont parvenues aussi sur l'ensemble des processus duquel nous voulons nous reposer, en particulier sur les questions de sécurité et de confiance dans ces plateformes numériques. Donc, nous avons une pleine confiance vis-à-vis de notre sécurité sur les plateformes, mais également dans tout ce que nous voulons partager. Et certainement, les EPI existent entre les différents systèmes. Lorsque nous voulons gérer et partager le plus d'informations possible, nous avons donc une pleine compréhension de ce à quoi cela ressemble. Nous avons une bonne présomption de la protection de nos données personnelles. Donc, que peut-on faire pour mieux les protéger et redoubler d'efforts? Les données peuvent être partagées, elles peuvent être rendues accessibles. Nous avons une bonne compréhension de ce que cela signifie. Nous devons regarder l'équilibre dans le partage d'informations pour pouvoir procéder aux améliorations au sein de nos systèmes pour garantir une meilleure expérience patient, tout en limitant les risques d'accès aux informations pour différents objectifs. Donc, nous devons bien sûr entamer et développer les conversations. Il y a vraiment une brèche en matière de connaissances à ce niveau-là, mais nous devons nous former afin de pouvoir mieux comprendre ce qui est en jeu ici, ce qui est en risque. Très bien, merci Dr. Ross, très bonne réponse. Simon, je voudrais juste vous assurer à nouveau qu'il y a vraiment des données du sondage pro bono d'un point de vue de l'ensemble des Canadiens, également du point de vue de l'ensemble des médecins sur les questions de sécurité pour mieux comprendre cet équilibre
que nous devons gérer entre l'accès et la divulgation d'informations. Et ce que je voudrais souligner également, c'est le travail important en matière d'interopérabilité qui a permis de sauver énormément de vies. Et ce qui est important ici de noter, c'est que les portée des informations particulièrement visibles et publiques. On peut littéralement le voir. Et lorsque les informations ne sont pas partagées, et très souvent elles sont rendues invisibles, puisque nous ne connaissons pas forcément les réelles causes. Il y a 3 ans, nous avions procédé à une analyse en profondeur sur l'interopérabilité de ces données et comment nous pouvions comprendre les véritables impacts de ce partage de données. Merci, Dr. Gumby. Oui, merci. Je pense qu'il est important de réaliser que tout ce qui concerne les soins de santé comporte des avantages et des inconvénients ou des risques. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la présentation de Simon concernant l'adoption des EMR. Lorsque nous sommes formés à travailler avec des personnes, nous voyons clairement les transitions au niveau de EMR et les augmentations incroyables de capacité. Et cela vient également avec le risque de cette brèche en matière de données des patients. Énormément d'argent est investi dans la protection et la préservation des données, mais il y a malgré tout encore des inconvénients identifiés. Et lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux données dans le système EMR, de manière instantanée, nous savons que nous n'avons plus besoin d'être au bureau pour pouvoir avoir accès à ces informations qui nous permettent de marquer la différence, donc de faire la différence. Et nous avons besoin de minimiser ces risques, mais il est important de nous concentrer également sur les avantages et les bénéfices de cette plateforme, par exemple. Ce que l'on n'arrive pas à quantifier, c'est les dommages que l'on peut causer aux patients sur les questions d'interopérabilité, puisque c'est très difficile à identifier, à quantifier. Donc peut-être que nous devons nous concentrer principalement sur les avantages et les bénéfices. Merci, c'était vraiment une très bonne réponse. Sur les questions de responsabilité, de sécurité, nous devons être certains que les données puissent être échangées sur les différents systèmes, mais dans le même temps, nous avons besoin de pouvoir avoir les outils nous permettant de garantir la sécurité des données des patients grâce au cadre pertinent et aux outils tout aussi pertinents pour ce faire. Merci pour vos réponses. Nous allons passer maintenant à notre session de questions-réponses de la part du public. Donc voici les questions. La première est la suivante. C'est pour vous, Simon. Une curiosité concernant l'adoption des EMR. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il y a une chute de l'utilisation des MRP pour 2015? Est-ce que cela a été indiqué sur votre diapositive? Oui, absolument. Je pense que l'une des grandes leçons que nous avons tirées, c'était ce grand défi au niveau des conditions. Lorsque nous avons vu des variations de la tendance, c'est de grosses variations, de simples variations. Avec le CMA, des études conduites il y a quelques années, ce que je suggérerais, c'est que cette chute est la méthodologie par échantillon. Et par notre expérience, nous savons que cela est très lent et que cela prend beaucoup de temps. Est-ce qu'un Food Canada a su fournir aux compagnies les possibilités de développer de nouvelles solutions technologiques afin de pouvoir procéder à des prises de décision beaucoup plus rapides et précises?
Alors, je sais qu'InfoRoute actuellement fait preuve d'un programme d'innovation pour nos vendeurs. Nous avons nous concentrer sur les questions d'opérabilité au sein de notre feuille de route. Donc, pour les prestataires, pour permettre aux prestataires de fournir de nouvelles prestations de soins. Et je crois en effet que ces informations sont disponibles sur notre site Internet. Donc, Simon, je vous laisse la parole si vous avez des commentaires additionnels à cette question. Je pense que ce sont des informations clés. En effet, regardez notre site Internet et regardez ce qui est disponible. Et nous voulons toujours apprendre à partir des innovations rencontrées et constatées. Question suivante, si l'interopérabilité est un problème, est-ce que le gouvernement a considéré la création d'un UMR qui permettrait de réduire les coûts au niveau des médecins? Est-ce que les médecins seraient disposés à adopter une des UMR? Ça, c'est une question intéressante également. Qui veut se lancer? Je serais ravi d'y répondre parce que je viens de Colombie-Britannique. Nous avons déjà eu ce genre de discussion il y a déjà plus de 10 ans et sur la manière par laquelle nous finançons ce soutien, par laquelle nous le mettons en œuvre. Donc, les médecins doivent également, bien sûr, tomber d'accord sur différentes thématiques, différents processus qui correspondent mieux à certaines références électroniques. Les coûts, bien sûr, sont soumis à discussion aussi vis-à-vis de la gestion des subventions et le fardeau également de toutes ces questions pour avoir accès à des nouveaux systèmes pour avoir de meilleures informations. Donc, en particulier sur certains flux d'informations, ça ferait davantage de sens de développer une meilleure connectivité entre les différentes normes. Et je peux anticiper que nous avons abordé ces questions-là. Nous devons anticiper en tout cas l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va certainement nous aider dans la standardisation de ces données et de suivi ou de la recherche d'informations. Exact, je pense que c'est une excellente question qui a été posée. Et la première chose à dire, c'est lorsqu'il s'agit d'innovation, je pense qu'il est important de construire, de nous reposer sur ce qui existe déjà avant d'aller trop loin. Comme Dr. Ross, je pense que lorsque nous parlions de la possibilité de financer un projet, nous avions d'excellents prestataires de solutions MR et lorsque nous voulons revenir un petit peu en arrière, ce que l'on veut au contraire, c'est aller de l'avant. Et je pense que pour en favoriser un système sur l'autre, je pense que nous devrions regarder le financement de l'innovation, comme le disait Dr. Ross, et cela permettrait d'augmenter notre faculté d'aller de l'avant en termes de mise en œuvre de l'interopérabilité. Je pense que pour moi, ce serait l'idéal. Terry or Simon, did you want to chime in? Alors, s'il s'agit d'une conversation, comme nous en avons eu déjà beaucoup, il y avait une dramatisation des flux d'informations qui nous parviennent avant que nous puissions prendre les décisions adéquates. Donc, souvent les personnes procèdent aux suggestions de manière assez rapide sur des UMR simples et nous avons vu cela également avec des projets de connexion sur l'ensemble des hôpitaux, mais concernant la discussion, elles sont particulièrement exigeantes puisque nous avons besoin de connaître les différences au sein du système canadien de santé. Donc, nous voulons être certains que tout fonctionne pour l'ensemble des Canadiens et nous voulons mettre l'accent sur cette approche
pour trouver de meilleures approches. C'est certainement une infrastructure qui nous permet de développer les législations sur les infrastructures, sur les systèmes qui vont nous permettre de nous ouvrir davantage et répondre aux besoins uniques de chaque personne concernant les informations disponibles dans le système. Si nous avons besoin pour cela de l'implication de tout le monde, d'un point de vue des praticiens, d'un point de vue également des familles et des patients, je pense qu'il y a là une énorme opportunité de pouvoir nous ouvrir davantage pour créer un meilleur design d'infrastructure. Très bien, merci pour vos réponses. La question suivante. Nous luttons au Canada parmi 14 juridictions déjà depuis longtemps. Quelles sont les opportunités de collaboration sur le long terme pour pouvoir mettre en œuvre des soins connectés et améliorer cette feuille de route? Pour le changement de leadership, ce que nous avons retiré de la pandémie, comment améliorer la manière par laquelle nous travaillons ensemble et développer une meilleure confiance, une meilleure fiabilité. Alors, je suis moi particulièrement optimiste par rapport à la situation que nous rencontrons aujourd'hui, puisque nous avons une feuille de route garantie par le ministère. Nous savons que c'est un sujet particulièrement délicat à aborder. Nous avons un leadership à travers l'ensemble des provinces et territoires du Canada et nous devons appliquer des normes communes, des références communes et nous devons nous assurer que les prestataires travaillent de manière constante et fiable. Nous avons opéré un suivi de nos progrès depuis 10 ans dans chaque province et territoire. Donc, nous avons les bons ingrédients aujourd'hui que nous n'avions pas il y a 2 ans. Et c'est là où le travail commence. Nous sommes passés à l'action pour faire en sorte que ces déploiements arrivent, mais aujourd'hui, nous avons les accords et les mécanismes qui nous aident, qui vont nous aider à mettre en œuvre tout cela. Merci, Dr. Ross. Je suis tout à fait d'accord. En effet, il y a eu un grand pas de franchi dans l'introduction de cette loi C-72 et dans de nombreux aspects de cette loi, nous empêchons le blocage de certaines données et empêcher que cela n'interfère dans les différents accès aux informations, également sur les coordinations des soins de santé. Si nous regardons ces principes dont nous avons parlé plus tôt sur la charte des données pan-canadienne, c'est assez centralisé. Chaque approche en matière de partage d'engagement public et de traduction des connaissances, d'équité, de souveraineté, eh bien, nous voyons l'utilisation secondaire des données qui nous permettent de récupérer davantage d'informations et d'initiatives. Tout cela dans le souci de soutenir les Canadiens et afin qu'ils se préparent donc à faire face ou à affronter des nouveaux risques. Et je pense que nous établissons de nouveaux objectifs et nous devons identifier clairement vers où nous voulons nous diriger. Nous avons parlé des juridictions, mais nous n'avons pas parlé de la législation vis-à-vis du respect de la vie privée et la protection des données personnelles. Et cela a un rôle à jouer également sur le type d'informations que nous voulons partager en matière de soins au fur et à mesure que nous avançons. Merci, Terry. Voulez-vous saisir l'opportunité? Je pense que nous pouvons renforcer les commentaires effectués. Nous devons développer le meilleur technique sur l'ensemble du territoire du Canada. Nous avons bien sûr des provinces territoires qui ne sont pas au même niveau. Et je pense que nous devons reconnaître également certaines dysfonctionnalités
et en matière de leadership également, et voir comment modifier tout cela dans le temps et comment les changements dans le leadership peuvent avoir un impact sur la nouvelle approche. Il est certain que les fondations solides ne changent pas tous les 4 ans ou peu importe les délais de changement. En tout cas, je pense que nous devons reconnaître qu'il y a eu qu'il y a des cycles justement sur ces questions de gestion. Dr. Goubi, I'll go to you Dr. Goubi, nous pensons que le rapport de recommandation de soins de numérisation des informations, voulez-vous répondre à cette question? Je pense que c'est une très bonne question et que c'est important également de réaliser. Lorsque j'étais dans la task force, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les territoires et provinces, eh bien, nous sommes tous confrontés à ces risques de problématiques. Et nous devons discuter ensemble vis-à-à-vis des recommandations et de l'importance cruciale de partager nos connaissances, partager notre savoir. Et cela au bénéfice de tous. Parce qu'il y a certaines provinces, donc comme nous en avons parlé plus tôt, qui n'ont qu'un seul portail, et elles sont habituées à fonctionner comme cela. Et d'autres provinces, par exemple Ontario, qui ont tellement de prestataires, de fournisseurs différents. Donc, si nous partageons nos connaissances, eh bien, nous pouvons apprendre mutuellement, justement pour les questions de diversité. Aujourd'hui, nous sommes capables de reconnaître nos forces et nous devons procéder de même. Je prendrai une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres régions dans le monde qui sont confrontées aux mêmes réalités et que font-elles? Et ont-elles déjà adopté de nouvelles normes? Qui veut répondre à cette question? Je pense que nous prendrons une réponse. Je vais y répondre. Je pense que non, personne n'a pu réagir. Certaines régions sont en avance, d'autres sont un petit peu plus retardées ou en retard. Et je pense que les normes internationales, nous travaillons de manière alignée à travailler sur les normes internationales. C'est un point de départ intéressant et cela nous permet de nous assurer que nous pouvons retirer justement les meilleurs apprentissages. Merci Simon. Je voudrais juste prendre le temps maintenant de vous remercier. Merci à l'ensemble de nos panélistes pour cette discussion particulièrement pertinente et intéressante. Merci d'avoir partagé vos réflexions sur le système et de considérer l'avancée de nos systèmes connectés. Merci à notre public d'avoir participé, merci pour vos questions. Merci infiniment de continuer à vous engager dans ces discussions particulièrement pertinentes et intéressantes. Comme je disais tout à l'heure, le registre les souscriptions sont ouvertes, les inscriptions sont ouvertes pour les journées de Soins Canada. Vous pouvez donc utiliser le code QR ici à l'écran. Cette conférence au cours des 18 et 19 novembre prochains nous permettra de compléter et de développer d'autant plus ces questions et ces thématiques. Merci à vous toutes et à tous. Prenez soin de vous.